Alors on va rentrer dans le vif du sujet et on va faire ça en deux parties. Yves va nous faire un panorama du DigiWorld et après on rentrera dans le vrai vif du sujet qui sont les 4 scénarios que nous souhaitons mettre à votre sagacité. Yves, je te laisse la parole. Merci François, bonjour à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux et même de plus en plus nombreux pour ce rendez-vous annuel, la publication de notre rapport DigiWorld Yearbook. Vous l'aurez donc à la sortie. Je vais être, ce faisant, relativement bref. Je vais vous donner simplement le goût d'aller au-delà de ce que je vais pouvoir vous dire. Alors, ce n'est pas facile d'intervenir après un conférencier tel que Thierry Breton quand on a la prétention de vouloir parler de l'avenir. Je serai modeste. Je vais commencer par quelques chiffres. Vous savez qu'on aime beaucoup les chiffres à l'IDAT. Donc, pour vous donner un chiffre de référence, l'ensemble des secteurs que l'on constitue pour parler du DigiWorld représente plus de 4 200 milliards d'euros. C'est quelque chose qui croît à un rythme d'un peu plus de 4%, un rythme stable au cours de ces dernières années et plutôt inférieur du reste à la croissance du PIB en valeur. Il faut avoir ça aussi en tête. Et quand on décompose et qu'on regarde à l'intérieur de cet ensemble, de quoi il est composé, on a toujours en premier lieu les services de télécommunications, quelques 1 200 milliards d'euros. C'est donc un ensemble extrêmement important, mais la dynamique est de plus en plus faible. On atteint un niveau de croissance de 1,5%. Cette année, enfin en 2016, ça a été en particulier marqué par le recul de la croissance du marché des services de télécommunications aux États-Unis. Vous savez que pendant longtemps, j'ai insisté sur la croissance qui existait en Amérique du Nord dans les mobiles, tandis que nous étions depuis 2008 en décroissance continue de revenus. Il y a une sorte de convergence sur laquelle je reviendrai peut-être tout à l'heure, qui s'est installée entre la stagnation qu'on connaît en Europe, qui est un mieux, une amélioration par rapport aux années passées, et la situation qui existe en Amérique du Nord et aux États-Unis en particulier. Sinon, on observe que le secteur, l'ensemble le plus dynamique, c'est celui, sans surprise, qui est constitué par les services de l'Internet, près de 18% de croissance annuelle, mais un ensemble qui est encore relativement modeste. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Une chose qu'on avait annoncée l'année dernière, le repli de la croissance qui a soutenu très certainement l'innovation numérique ces 10 dernières années, celle des smartphones, à l'intérieur des devices qui sont plutôt avec une croissance modérée. On a un repli très net de la dynamique des smartphones qui était de l'ordre de 10% et plus ces dernières années et qui a été de 2% en valeur en 2016. Voilà quelques données de référence sur les secteurs. Sur un plan géographique, qu'est-ce que l'on peut constater? Une situation européenne qui a tendance à s'améliorer, quelques points de croissance, mais qui reste très en retrait par rapport à son empreinte sur l'économie mondiale. L'Europe représente à peu près 25% du PIB mondial. On en est loin dans le secteur du numérique. Les États-Unis sont encore très forts, mais ils sont marqués par la perte de dynamique de leur secteur des télécommunications. L'Asie, c'est des situations assez contrastées, une reprise au Japon, une certaine forme de stabilité globale en Chine, même si les télécommunications restent dynamiques. L'Inde a été en croissance, en particulier du fait des télécommunications, mais ça a été bloqué par l'offensive de Jio-Reliance qui a un peu cassé le marché ces derniers mois. L'Amérique latine très touchée par la situation macroéconomique dans un certain nombre de pays, en particulier le Brésil. Une dynamique très forte encore en Afrique, mais c'est un marché naissant sur lequel il faudra compter, mais qui n'a pas encore une empreinte mondiale
extrêmement significative. Voilà pour les chiffres. La deuxième partie de mon propos sera plus d'illustrer un certain nombre de tendances qui se sont imposées depuis la publication de notre dernier rapport, mais que j'ai retenues parce que je pense qu'elles marqueront encore de leur empreinte l'année 2007 jusqu'à notre prochain DigiWorld Yearbook. Le premier point que je voulais souligner, il a été évoqué par Thierry Breton, c'est le fait qu'il va falloir vivre avec les cyberattaques, même s'il faut évidemment investir pour s'en protéger. Les chiffres sont fragiles dans ce domaine, mais on considère qu'elles ont au moins doublé au cours de l'année 2016, avec des nouvelles formes d'attaques. Était cité tout à l'heure WannaCry qu'on a connu il y a près d'un mois. Ce type d'attaque ransomware s'est énormément développé, au moins a été multiplié par 2 au cours de ces 12 derniers mois. Des attaques aussi telles que l'attaque massive qui a été menée contre le serveur DIN aux États-Unis, qui a bloqué plusieurs grands sites Internet. Et là, ce qu'il faut noter, ce n'est pas tellement ce type d'attaque frontale où on sature des ordinateurs, serveurs, mais c'est plutôt le fait qu'elle ait été effectuée à travers des webcams, avec tout l'impact que ça peut avoir dans un monde marqué par le développement de l'IoT. Alors, les conséquences de ce développement du cybercrime, elles sont de plusieurs ordres. Bon, d'une part, la montée des investissements pour se protéger. On considère que les investissements dans ce registre se font à un rythme 2 fois plus important que celui qui est fait dans les systèmes informatiques en général. Et c'est des opportunités, évidemment, pour de nouvelles spécialités technologiques et industrielles, des opportunités aussi pour les assureurs qui comptent beaucoup sur la croissance du chiffre d'affaires dans les polices d'assurance dans ce registre. Deuxième type de conséquences, peut-être plus fondamentales, c'est les complexités de la gestion des échanges internationaux qui sont de plus en plus soutenus par la data. Et quant au niveau international, il faut arriver à se mettre d'accord au niveau des pouvoirs publics pour arriver à maintenir ou à développer les relations internationales. Il faut gérer des problématiques extrêmement délicates, en particulier celles qui sont en relation avec la protection de la vie privée. Et on a vu le temps qu'il a fallu pour renégocier en Europe l'accord qui a conduit au RGPD, qui sera mis en application en mai 2018, ou la façon dont il a fallu reprendre les négociations transatlantiques pour arriver au Privacy Shield. La troisième conséquence, c'est la montée du frottement de relations de plus en plus complexes entre les leaders de l'Internet et les autorités publiques, judiciaires et de sécurité, et qui portent en particulier sur le cryptage qui est utilisé par beaucoup de plateformes des leaders de l'Internet. Là aussi, c'est un sujet qui montre que les choses ne sont pas toutes noires ou toutes blanches quand on parle de cyberattaque et de défense contre la cyberattaque, et qu'il faut prendre en compte en particulier l'adhérence qu'ont ces problématiques avec celle de la privacy. La deuxième tendance, elle est plus d'ordre technologique. Alors, je ne me projetterai pas là dans le futur comme nous l'y invitait Thierry Breton avec l'informatique quantique. Regardons ce qui a marqué ces derniers mois et qui continue de structurer le débat. L'année dernière, on avait parlé de la blockchain. La blockchain est toujours présente et c'est un concept qui est mis en œuvre, même s'il n'est pas mis en œuvre, je dirais, avec la tendance libertarienne qui avait été défendue par ses concepteurs, mais plutôt une approche pragmatique. La réalité augmentée, oui, on l'a vu cet été avec le phénomène assez spectaculaire de Pokémon Go, mais ce n'est pas encore un game changer. On y croit, peut-être plus que même que la réalité virtuelle à court terme. Non, ce qui semble apparaître plus nettement, c'est effectivement la dernière forme d'intelligence artificielle avec le machine learning. C'est apparu avec la victoire d'AlphaGo de DeepMind et donc maintenant appartenant à Google sur le champion de Go coréen. C'est apparu peut-être de façon plus stratégique dans la dernière période, et en particulier à Las Vegas au dernier Consumer Show, par la nouvelle frontière qu'il y a dans la rivalité entre les grands leaders de l'Internet,
autour des interfaces en langage naturel qui sont basées sur des technologies de machine learning et qui pourraient redistribuer un peu la hiérarchie entre les leaders de l'Internet, même s'il y a un certain nombre de questions à se poser, l'acceptation par les consommateurs de ce type d'interface, dit naturel, mais il reste encore à voir si ça, spontanément, en quelques années, les consommateurs vont utiliser de façon dominante ce type d'interface vocale. Des interrogations aussi sur ce qu'on appelle les switching costs, dans la mesure où c'est des machine learning, elles seront de plus en plus proches et intrinsèquement liées à toute votre pratique de vie quotidienne, et ça deviendra très difficile à changer. Donc ça peut avoir aussi des conséquences importante, comme je le disais tout à l'heure, sur la hiérarchie et sur la fluidité du marché. Évidemment, l'intelligence artificielle, elle marque aussi d'ores et déjà de son empreinte de nombreux autres secteurs, la santé, la finance, la voiture connectée. Mais dans la voiture, c'est ça qui est formidable du reste dans ce thème de la voiture connectée, c'est qu'on y retrouve tout. La 5G, tous les éléments d'innovation technique, sociologique et économique, mais ça sera développé tout à l'heure. Toutes ces technologies ou ce nouveau stade de développement de l'intelligence artificielle est basé sur ces lacs de données, sur ces quantités considérables d'informations qu'évoquait Thierry Breton tout à l'heure et qui sont maîtrisées, il faut bien dire, d'abord par une poignée d'acteurs qui se sont imposés à travers leur plateforme. Et un des enseignements de ces derniers mois, c'est que ces acteurs se portent bien. Et de façon spectaculairement bien, puisqu'ils occupent les 5 plus grosses capitalisations mondiales aujourd'hui. Alors on peut considérer que c'est dès lors installé et que les choses ne changeront pas. Je ne crois pas, pour différentes raisons. D'une part, on a vu quand même d'autres plateformes s'imposer ces dernières années avec des ambitions souvent sectorielles, mais qui ont des capacités à aller plus loin que les secteurs sur lesquels elles se sont constituées, Airbnb, Netflix et d'autres. Deuxièmement, comme l'a dit Thierry Breton tout à l'heure, on rentre dans une nouvelle vague d'innovation, sans doute plus B2B ou B2B2C, dans lesquelles les GAFA ont un peu plus de difficultés à entrer, dans lesquelles la notion de plateforme jouera aussi très important dans le monde de l'industrie 4.0. N'oubliez pas non plus maintenant ce qu'on appelle les BAT, les Baidu, Alibaba, Tencent. Quand vous regardez ce qui se passe en Inde, par exemple, il y a un affrontement qui commence à devenir assez direct entre les leaders de l'Internet du monde occidental et ces puissances développées en Chine. Puis j'insisterai aussi sur un dernier point, c'est l'évolution des pratiques des pouvoirs publics qui me semble être beaucoup plus pragmatique, mais aussi plus efficace dans la façon d'approcher les besoins de régulation des plateformes. Et il y a eu, dans différents domaines, du droit fiscal, du droit de la concurrence, du droit de la privacy, des décisions qui me semblent assez significatives sur les progrès dans ce domaine. Alors pour terminer, quand on parle des leaders de l'Internet, des OTT, donc, on a tendance aussi à faire référence aux telcos. Je mettais l'accent tout à l'heure sur une situation qui est beaucoup moins dynamique. Comment on peut résumer, puisqu'il faut que j'aille assez vite pour terminer cette dernière séquence. Première chose, c'est précisément cette convergence qui semble s'opérer entre la situation de relative stagnation des chiffres d'affaires des géants américains AT&T et Verizon dans le mobile et la situation qu'on connaît en Europe. C'est un point qui est quand même assez sensible et qui explique beaucoup aussi les stratégies qui semblent être recherchées aujourd'hui par AT&T et peut-être demain Verizon. Par ATT, c'est le deuxième point, c'est ce retour, ce qui est présenté en Europe comme le retour de la convergence entre le content et le pipe, même si aux États-Unis, il se fait quand même de façon assez différente quand vous regardez les 48 milliards investis par ATT pour acheter DirecTV, les 108 milliards dettes incluses que représenterait l'acquisition de Time Warner, qui est toujours en attente d'une autorisation. On va au-delà de l'intégration verticale. C'est difficile d'imaginer qu'un ensemble tel que Time Warner puisse trouver un futur simplement dans les abonnés
d'ATT. Donc c'est le reflet aussi de la recherche, sans doute, d'une certaine forme de diversification dans des secteurs qui restent dynamiques, parce que le contenu attire non seulement les telcos, mais aussi attire les grandes plateformes. Tout le business de la publicité est basé sur la télévision et la vidéo, et donc c'est un ingrédient essentiel de nombreux acteurs, pas simplement des distributeurs traditionnels que sont les câblos ou les telcos, mais aussi des grandes plateformes. Le troisième point dans les télécoms, c'est la consolidation. Il va y avoir des choses aux États-Unis, j'en suis persuadé, après cette période d'abstinence durant les dernières enchères qui ont duré de nombreux mois où les acteurs ne pouvaient pas se parler. Et dans le contexte aussi de l'administration Trump, qui est attendue comme étant plus favorable à la consolidation. En Europe, sur ce plan-là, les choses ont été un petit peu bloquées ces derniers mois. On s'attendait à une systématisation des consolidations nationales dans le secteur des mobiles en passant de 4 à 3. Ce n'est pas le cas, ça s'est arrêté pour l'instant en Allemagne. Voilà, je m'arrête là. Le maître des horloges, mon président, me fait des signes désespérés déjà depuis quelques minutes. Dernière séquence pour introduire notre bouquin. J'appelle Vincent Bonneau, mon collègue Vincent Bonneau, pour parler des scénarios qui ont déjà été évoqués tout à l'heure, finalement de façon assez détaillée, et ça fait plaisir de voir qu'il avait regardé les choses de près, par Thierry Breton. Merci beaucoup.